est venu déjà dans une précédente exposition et ça nous avait passionné. Et donc là, c'est grâce à Dominique H, comme j'aime bien dire son nom, parce que là, je l'aime bien. Et vous verrez quelques photos aussi, je dis déjà, d'Oji qui est la photographe, et qui, avec qui elle travaille, voilà, ils vivent en couple, et puis ils ont ce travail où ils partagent, chacun dans son domaine évidemment, en plus de chacun d'avoir cette carrière artistique, chacun aussi de son côté, avec son génie propre. Alors, je vais vous parler un peu du noir dans l'art avec un souci déjà, c'est que quand on parle du noir dans l'histoire de l'art, bon d'abord l'histoire de l'art c'est vaste, vous allez vous en rendre compte, mais c'est surtout le souci que j'ai, c'est qu'il y a du noir évidemment dans les tableaux, dans les sculptures aussi, hein, il n'y a pas dans les arts plastiques. Le noir a été utilisé bien sûr comme d'autres éléments, voilà. Mais moi ce qui m'a intéressé, ce qui m'intéresse à cette conférence, c'est les œuvres où le noir a une place spécifique. Vous voyez ce que je veux dire? Ce qui est le cas de l'exposition dans laquelle nous sommes. Il n'y a pas que du noir dans cette exposition. D'ailleurs, j'ai en face de moi un tableau qui n'est pas complètement noir. Donc, comment, voilà, dans l'histoire de l'art, à certains moments de l'histoire de l'art, le noir a été compris comme un élément spécifique, pris comme tel, comme noir, avec l'importance qu'il pouvait avoir. Est-ce que ça va jusque-là? Vous m'entendez bien? Oui, très bien. Alors, alors, tout d'abord, je vous raconte une petite histoire juive qui ne vaut que quand on a connu les années 60, 70 et autres. Hein. L'histoire juive, ce sont deux juifs qui discutent. Il ne faut jamais des histoires juives, parce que c'est astucieux. Et puis alors, ils se disputent parce qu'ils se posent la question du noir, justement. Et alors, ils se disputent, savoir est-ce que le noir est une couleur ou pas une couleur. Hein. Alors, comme ils n'arrivent pas à se mettre d'accord, ils vont voir le rabbin. Donc, ils vont voir le rabbin. Le rabbin réfléchit, le noir est une couleur. Bon, très bien. Ils reviennent, ils disent, mais le blanc. Ils se mettent à se discuter, donc ils vont voir le rabbin à nouveau. Et le rabbin dit, voilà, oui, du blanc là, le blanc, il réfléchit, l'autre dit, le blanc est une couleur, le blanc est une couleur. Bon, alors il y en a un qui dit à l'autre, tu vois, la télé que je t'ai vendue, noir et blanc, je t'avais dit qu'elle était en couleur, elle est en couleur. Alors, nous avons eu une révolution qui est assez récente, en fait, contrairement à ce parce que même si c'était su, c'est rentré maintenant dans le web, comment vous voyez ça, c'est une photo d'une œuvre de Domi, voilà, alors, c'est le prisme. Parce qu'en effet, le prisme, quand vous voyez, regardez un prisme, eh bien, il n'y a pas de noir, évidemment, et j'ai ici, donc, les couleurs que vous voyez ici. Le blanc représente donc la somme de toutes les couleurs. C'est que si je mettais deux prismes l'un à côté de l'autre, d'accord, et que je mélange ces couleurs-là, n'est-ce pas, que je les mélange à d'autres couleurs d'un même prix, je vais obtenir du blanc. Hein. Le blanc est la somme des couleurs. Voilà. Donc, ça c'est important parce que donc, le noir, du point de vue du prisme, le noir n'est pas une couleur. Et d'ailleurs, le blanc non plus. D'accord ? Puisque le blanc est la somme des couleurs de la lumière. Ça va? C'est de l'arc-en-ciel. Ce qu'on voit dans un arc-en-ciel. Donc, dans la lumière, voilà, donc, ce qui est important, et ça vous allez le comprendre, ça a une importance après pour le sujet sur le noir, tel que ça va être compris par les artistes notamment, y compris les artistes récents, c'est que, donc, ce qui est important, c'est que j'ai le faisceau de lumière, donc le blanc, je vais vous faire vite, hein, le blanc, voilà, nous avons ce piano qui est blanc, hein, il renvoie ici le maximum de lumière. Si c'est, voilà, dans ce piano, j'avais une laque d'une composition chimique différente. Cette composition chimique absorberait une partie du faisceau lumineux. Et donc, ce qu'elle n'absorberait pas, elle le renverrait, puisque ce n'est pas absorbé. D'accord ? Et je verrai donc, à ce moment-là, une couleur, ce que j'appelle moi couleur,
et qui n'est jamais ce que la matière n'a pas pris, n'a pas absorbé. D'accord? Si cette matière absorbait tout le rayon lumineux, ce serait donc noir. Parce que tout le rayon lumineux est absorbé par la matière. Est-ce que ça va? Oui, ça va. Très bien. Donc, ce qui va être éjecté, si vous voulez, c'est une onde. Donc l'onde arrive, vous voyez, la lumière arrive dans une onde, et puis il y a une partie qui est absorbée, ce qui n'est pas absorbé est renvoyé. Et ce qui est renvoyé vous fait une onde d'une différente intensité. Et la différence des intensités, vous voyez, vous donne les couleurs que nous avons, y compris dans cette pièce. Donc il n'y a pas d'objet coloré, en fait. Il y a des objets qui absorbent ou non une partie du rayon lumineux. Est-ce que ça va? Oui. Voilà. Donc le noir, bien sûr, c'est l'absence de couleur, mais l'absence de renvoi lumineux. Mais comme il n'y a pas de noir parfait, évidemment qu'il y a toujours quelque chose qui est renvoyé. Mais de toute manière, quoi qu'il en soit, des couleurs que nous avons là dans le prisme, quoi qu'il en soit, si vous voulez, il s'agit toujours d'une question d'onde. Ça va. Et cette onde, elle a différentes intensités, différentes qualités, etc. Mais au fond, c'est toujours la même onde lumineuse. Comme un son, qui est toujours le même son, et quand je vais faire de la musique avec, je vais jouer sur son intensité, sur sa hauteur, etc. Et c'est toujours du son, c'est toujours une longueur d'onde. Ça va jusque-là. Donc, de ce point de vue, évidemment, le blanc et le noir ne sont pas des couleurs, mais le magenta, le marron, le rose, le gris ne sont pas des couleurs non plus, de ce point de vue-là. Pas des couleurs non plus. Donc, nous avons affaire à du coloris. Nous avons des coloris, si on veut être plus précis scientifiquement, on a du coloris, du coloris. Et donc, du point de vue du coloris, évidemment que le noir et le blanc sont des couleurs, on va leur enlever au fait d'être des couleurs, mais simplement dans un jeu ondulatoire de la lumière où, à un moment, il y a plénitude de lumière, c'est le blanc éblouissant qui n'existe pas d'ailleurs, parce qu'il faudrait un blanc inimaginable, ce blanc-là, parce qu'on n'a pas pur, on n'a pas. De même, on n'a pas de noir pur, malgré pourtant toutes les chimies qui ont été mises en œuvre et tous les processus qui ont été faits. Donc on n'a pas cette intensité. Voilà. Alors, et voilà pour les fameuses couleurs, et donc de bien comprendre que le noir a sa spécificité qui est donc de ne pas renvoyer, ou de renvoyer très peu la lumière. Et donc si on joue, comme font des artistes, sur la couleur noire, on va jouer sur, justement, comme on voit ici, des matières, des strips, comme chez Soulage, on verra, enfin, des éléments pour qu'il y ait quelque chose. Sinon, s'il n'y a rien, il n'y a rien. Voilà. Le carré noir ou le tableau noir, absolument noir, nous verrons les expériences qui ont été faites, mais je veux dire, en soi, ne représente pas beaucoup d'intérêt, à part un effet de trompe-l'œil, mais je vous réserve ça pour la fin de la conférence. Et vous savez, moi j'aime bien donner des enquêtes. J'aime bien l'enquête parce qu'il y a un côté un peu policier, une enquête, etc. Et donc pour la fin de la conférence, nous verrons justement quelle importance a le trompe-l'œil dans toute cette affaire. Parce qu'il commence dans l'image que je vous montre là maintenant, et nous verrons après pourquoi c'est si important, et surtout cette couleur spécifique qu'elle est. Alors, commençons donc par le plus ancien matériau utilisé pour ce qu'il est, c'est-à-dire le noir en tant que tel, c'est ce qu'on appelle en général le fusain, c'est-à-dire ce morceau de charbon, de bois brûlé, qui va servir à tracer quelque chose. Très bien. Donc, ça va donner, à l'époque, on va dire surtout la grande période du fusain, qui est 17-18e, on va dire 17-18e, 19e évidemment, surtout dans les ateliers, ça servait beaucoup à travailler, et donc ce bois de saule qu'on va conclure d'une certaine manière, qui va donner ces baguettes avec lesquelles on va dessiner, qui même vont mettre dans des sortes de crayons, etc. Le graphite, c'est encore une autre matière. Alors, donc, dans l'art préhistorique, vous voyez, le fusain, vous voyez, nous sommes ici dans la grotte Chauvet, et quand même, nous sommes ici, les dernières dates de la grotte Chauvet, c'est il y a 36 000 ans, c'est les dernières estimations, carbone 14, 36 000 ans
pour les premiers dessins ou les premiers dessins de la grotte Chauvet. Donc, vous voyez, c'est quand même... Donc, on essaie de penser il y a 36 000 ans comment l'humanité vivait ailleurs, etc. Vraiment, on est vraiment dans des périodes très très hautes. Et alors, je précise bien sûr que si je date une représentation de 36 000 ans, je ne dis pas que c'est le début des représentations. Je dis simplement qu'on a la trace à 36 000 ans. Donc, on peut, quelques milliers d'années, vous voyez, on peut encore remonter encore plus haut. Premier point, ça c'est important. Donc on a découvert que vraiment avec l'humanité, la représentation est importante. Déjà, d'ailleurs, regardez, les détails sont quand même très très bien faits. Et dans ces grottes, où il y a peu de lumière, d'une part, et je dirais peu de lumière, donc le noir ici va être utilisé avec l'ocre. L'ocre, il y avait aussi des éléments à l'ocre, va être utilisé à dessein pour produire non seulement donc, le dessin qu'on a envie de reproduire, mais même on va jouer avec la paroi pour lui donner, n'est-ce pas, son volume. Mieux que ça, le dessin lui-même, par ses estompes, etc., déjà donne des effets de volume, sans même attendre les aspérités ou vous voyez, les bosses, les imperfections de cette grotte avec tous ces éléments. On joue non seulement là-dessus, mais même le dessin lui-même, eh bien, dans la manière qu'on a de l'estomper, etc., produit, si vous voulez, des effets voilà. Donc ça, c'est très intéressant. Et élément qui, pour les artistes, est quand même un élément important, c'est que deux choses. D'abord, dans les grottes préhistoriques, il y a du dessin, mais plus massivement, il y a de la sculpture et de la gravure. Ce qu'on oublie, c'est que pour les préhistoriens, ils diraient, c'est quand même ça qu'il faut mettre en avant même le dessin. Donc il y a des marques, en tout cas, très anciennes qui sont faites. Et voilà. Et l'autre chose, c'est que pour celui qui étudie ce genre de dessin, il faut se rappeler que pour celui qui va aller peindre dans la grotte, il y a plusieurs choses qu'il doit faire, comme chercher le minéral avec la bonne couleur. Et on s'est aperçu que, par rapport à la connaissance des terrains, il doit faire plusieurs kilomètres pour trouver le minéral en question, enfin, ce dont il a besoin. Ce n'est pas à proximité, ce n'est pas comme ça, ça se fait. Il faut aller le chercher. Deuxièmement, il faut le préparer. Il faut le broyer. Parfois, c'est mélangé à de l'huile, de la graisse animale. Le préparer un godet. On a trouvé des godets dans la grotte Chauvet. Il faut ensuite, dans la fabrication du pinceau ou du tampon pour appliquer la peinture. Ensuite, donc, la pierre pour graver la roche, puis les pierres étaient gravées, donc choisir et tailler la bonne pierre, une sélection dans la grotte, donc on ne va pas tailler n'importe où. Et ensuite, l'éclairage portatif, parce qu'en effet, ce travail ne se fait pas, n'est-ce pas, les yeux fermés, etc. Il faut une lumière, il faut un éclairage. Donc ça veut dire que l'artiste qui va dans la grotte, il a déjà fait un ensemble de préparations avant d'y aller, qui fait que on est quand même assez extraordinaire. Et pour le préhistorien, il dit, les gens disent, regardent toujours les dessins qui sont dans les grottes, je trouve ça magnifique, c'est beau comme ça, ce dessin est beau, mais il faut imaginer tout le processus qui est en amont. Ça ne se fait pas par hasard. Est-ce que ça va? Donc, et là, vous voyez que, c'est pour ça que je vous dis que ce noir, lorsqu'il arrive dans la grotte, parce qu'il y a de l'or, il y a d'autres matières qui est dans la disponibilité, il n'est pas là par hasard. Ce n'est pas simplement parce que c'est pratique un morceau de charbon de bois pour aller dessiner sur une roche. Il demande toute une préparation, et donc on a bien ici l'usage de l'équivalent de ce qu'on aura après dans ce qu'on appelle le fusain. Voilà. Donc c'est bien une intelligence qui est à l'œuvre, et pas, n'est-ce pas, le rituel, le chamanique, n'est-ce pas, ou voilà, voilà. Peut-être, mais vous voyez, le préhistorien se dit c'est quand même, voilà, c'est pas tout à fait ça. Bon. Alors là, nous avons un bord, vous voyez, c'est joli, non? Vous trouvez pas ça beau? C'est beau, hein? Voilà. Eh bien, c'est quelqu'un qui n'est pas très connu, c'est dommage, parce qu'il est français, c'est le maître du fusain français, c'est au fusain que c'était ça. C'est le maître du fusain, et il a écrit un livre qui s'intitule tout simplement Le fusain. Voilà. Il était considéré à son époque comme le maître de cette technique, et il s'appelle Auguste Allongé. Ça ne s'invente pas comme allongé, hein, l'accent aigu.
Il a vécu, il est décédé en 1898, donc juste avant 1900, et son livre date de 1887. Et alors c'est très beau parce que Jean-Paul va sourire parce qu'il voit ce que je veux dire. Il est de la fameuse école, groupe de Marlotte. Alors Marlotte n'est pas connu parce que les gens connaissent Barbizon habituellement. Oui, c'est vrai. Voilà. Mais il se trouve que lorsque vous allez à, on s'appelle déjà à Demours, voilà, vous avez une gare qui s'appelle Bourbon-Marlotte, c'est deux villages, et vous avez donc Marlotte, et à Marlotte, il y avait toute une école artistique. Je vous cite un peu ceux qui étaient à Marlotte. Hein. Monet, Cézanne, Corot, Basile, Sisley, Pissarro, et Zola y écrit l'Assommoir. Et donc c'est parmi tous ceux qui y étaient. Et il y avait donc ce Auguste Allanger. Voilà. Alors je vous le cite un peu. Hein. La routine et la mauvaise éducation font loi dans les ateliers. Le fusain est la manière la plus complète pour les recherches qui amènent à faire un peintre. Alors après, il continue, c'est dans la préface, à louer la vitesse du travail, à saisir l'instant, la possibilité de jouer sur les valeurs, qu'on appelle aussi les tons, vous voyez, hein. Et alors il dit, de là cette possibilité de faire de la couleur avec un crayon noir. Alors ça c'est très intéressant, la possibilité de faire de la couleur avec un crayon noir. Car il avait remarqué, cet Augustin, c'est ce qu'il enseignait en enseignant la technique du fusain. Il dit, ce qui est important dans cette technique, vous voyez, c'est que, au fond, par les dégradés, je vais jouer sur les tons. On dit aussi les valeurs. Ce sont presque synonymes. Alors, pour lui, ils étaient synonymes, le dit lui-même. Hein, ton ou valeur. Bon. Mais donc, on joue sur les tons et les valeurs. De quoi s'agit-il? Parce que vous voyez, lorsqu'un peintre peint, soit il peint avec des couleurs, c'est très bien, peint avec des couleurs, sauf qu'il ne se rend pas compte qu'il est comme un musicien et qu'il peint avec des valeurs. Autrement dit, un jaune a un ton plus haut qu'un vert de chrome, par exemple, qu'un vert. Et vous, là, qui est plus vif, autrement dit. Et tout ça tient à la lumière. Tout ça tient à la lumière. Encore une fois, c'est toujours une onde. Et l'onde, elle peut avoir une intensité, comme en musique, les tons en musique. Si je mets un ton do, un ton de ré, simplement c'est bas, c'est haut, etc. Et selon l'émotion que je veux donner, etc., je choisis ma hauteur de ton. D'accord? Et quand je change de ton, au moment où je chante, et tout d'un coup, je vais le chanter un ton plus haut, deux tons plus haut. Et tout d'un coup, on a l'air de monter, vous voyez, en musique. On monte, on fait monter les valeurs, monter les tons en peinture. Et c'est pareil pour la musique, c'est pareil pour la peinture. Or, ce qui se passe avec le fusain, c'est que le fusain permet ce qu'un crayon, il se moque un peu des gens qui crayonnent dans les ateliers, ça ne sert à rien de crayonner. Pourquoi? Parce que si on veut apprendre la peinture, pas simplement faire du crayon. Il faut travailler soit avec un pastel ou le fusain justement ou d'autres choses pour faire justement toutes ces estompes afin de faire jouer les valeurs. Et si on a bien appris à faire jouer les valeurs, alors eh bien, avec du charbon au fond, on peut montrer des couleurs. On donne la vie et on donne la couleur. Et lorsque Soulages parlera des couleurs dans sa peinture, on le comprend très bien. Il a raison en fait. C'est-à-dire parce qu'on voit des valeurs, on a des tons des valeurs. Enfin, des tons des valeurs. Donc cette différence d'intensité qui fait que l'œil voit. Et d'ailleurs, regardez bien la photo noir et blanc, ou un film noir et blanc. Au bout d'un moment, vous n'êtes plus du tout gêné par le noir et blanc. Même si vous avez connu avant la couleur, vous regardez votre film, et si c'est bien fait, vous voyez les couleurs, les choses. Votre œil n'en a pas besoin. Mais après, il faut travailler, et c'est le travail de tous ceux qui ont travaillé en noir et blanc, c'est que de fait, ils travaillaient pour toutes ces différences, vous voyez, de valeur à l'image, et qui font que vous avez cette richesse pour les yeux, hein, qui fait qu'ils voient. Et on voit. Le drapeau bleu, blanc, rouge, en noir et blanc, vous le voyez, bleu, blanc, rouge. Voilà. Voilà. Donc ça c'est pour oui, donc ça c'est intéressant parce que là encore une fois, oui, le noir est venu. Évidemment, une autre technique, c'est la technique donc, de la peinture chinoise ou japonaise. Vous savez qu'au Japon, hein, chaque chose a son chemin. Donc, par exemple, judo, c'est un chemin. Voilà. Taekwondo, aikido. Do, ça veut dire à chaque fois le chemin. C'est le mot chinois, tao, dit en japonais, do.
Donc il y a par exemple un chemin de la cérémonie du thé. Il y a le mot do. Alors ça veut dire que lorsqu'on est dans une voie, dit la tradition asiatique, quand on est dans une voie, donc un Tao, Tao ça veut dire le chemin en chinois. Donc quand on est dans un chemin, eh bien on s'y tient. Voilà. Et donc puisqu'on s'y tient, on ne connaît jamais l'échec. Parce que dès qu'il y a un échec, à un moment ça ne marche pas, si on continue, c'est plus un échec. Donc c'est une voie, il faut être sur la voie. Donc c'est intéressant pour le thème de cette exposition qui s'appelle l'itinérance. C'est pas par hasard, c'est très l'itinérance. Donc, nous avons là un travail, alors c'est un travail évidemment de cet encre, donc c'est fait avec un bâton d'encre constitué de noir de fumée, donc là on est sur du noir de fumée, et d'un liant, souvent de la colle de peau, de la colle de lapin, de la gélatine. Et ce bâton est un bâton sec, et on fait donc l'encre, on la fabrique, et on fabrique l'encre, et donc c'est tout à fait l'esprit asiatique, vous savez, j'ai connu un jésuite qui allait apprendre la calligraphie, eh bien, il a passé les 3 premières heures à fabriquer l'encre avec son bâton sec, là, dans son espèce de godet, avec une pierre creuse, et là il faut le bâton pour produire son encre, voilà. Et après le maître a dit, aujourd'hui nous allons travailler le chiffre 1, la calligraphie de chiffre 1, qui en japonais, c'est ça. La semaine d'après, ils ont fait le chiffre 2. Et puis la semaine d'après, le chiffre 3, vous avez très bien compris comment il se fait le chiffre 3. Maintenant, c'est pour partir ici, vous savez écrire 3 chiffres en japonais. Donc voilà, et cette encre a beaucoup se développé, les manuscrits, etc. Voilà. C'était même pharmaceutique. L'encre chinoise ou japonaise était utilisée comme une encre pharmaceutique. On la buvait, c'était parce qu'elle connaît des substances, vraiment des huiles essentielles, etc. Et évidemment, ce qui est intéressant, c'est comme le fusain, c'est encore une fois avec l'encre, dans la tradition, on va dire, pure calligraphe, c'est-à-dire l'écriture et la peinture, au fond, c'est la même chose. On utilise donc ce noir avec tous ces dégradés, et il y a une volonté là, pour le coup, spirituelle, on pourrait dire, d'utiliser l'encre noire. Et puis, est intervenu un peu de couleur, des jaunes, des rouges, etc., qui se sont développés après. Mais dans la tradition spirituelle du Tao, du chemin, on a l'encre, et voilà. Et l'élève, il doit travailler avec son encre, et produire des effets, des paysages, des ombres, des brumes, etc. Et c'est une forme, voilà, d'écriture. Alors, il y a une chose intéressante, c'est que dans la gravure qui utilise l'encre, on fait de la gravure. La gravure, c'est comme l'imprimerie, si on imprime, voilà. Sauf qu'il y a dans la gravure une manière qu'on appelle la manière noire. C'est très intéressant, la manière noire. C'est-à-dire que là, le noir évolue. Et nous avons un des maîtres de cette manière noire, de cette gravure en taille douce. La gravure en taille douce, c'est une gravure en creux sur une plaque de métal. On grave sur la plaque de métal, voilà. Et alors, on arrive à obtenir par cette manière noire, c'est une technique, eh bien, sans recourir ni au hachure ni au pointillé, c'est important, eh bien, de faire donc, par cette technique, eh bien, de faire sortir de l'ombre les figures. Alors, la figure sort de l'ombre. Là, c'est donc un des maîtres qui s'appelle Valerand Vaillant, Vaillant comme Prince Vaillant. C'est un peintre flamand, c'est un des maîtres de la manière noire. Alors, mais vous allez voir que cette manière noire donne de très belles choses après. Cette manière noire, et alors, vous voyez, tout est pensé. Et alors, ce qui est intéressant de la manière noire, c'est que donc dans toute cette manière, dans tout ce travail de la gravure, dans la gravure, le noir n'est pas voulu comme tel, alors que dans la manière noire, d'ailleurs le nom le porte, on veut que le noir ait sa place. C'est tout à fait différent. Ce n'est pas de la gravure où on va sortir des formes. Ce qu'on veut, c'est qu'il y ait place pour ce noir. Pourquoi ? Parce que le noir va donner l'illusion de surgissement de quelque chose. Et donc, on travaille le noir spécifiquement dans cette manière qui est très complexe. Mais qui n'est pas complètement, comment vous dire, qui n'a pas été perdu de vue, car on va dire cette manière noire au 19e, on commence à finir avec la photo, en plus on fiche un peu, mais au XXe siècle, eh bien, la manière noire retrouve du poil de la bête, et on se recommence à travailler avec le noir.
dans cette manière, et vous allez regarder ce qu'on est capable de faire avec la manière noire. C'est une gravure. Voilà. Là, donc, ça s'appelle Harzberger. Hein, ça, c'est une œuvre de 2005. Donc, vraiment, vous avez vraiment, vous voyez, alors je ne sais pas, vous voyez, on est vraiment, c'est très étonnant. Hein. Voilà. Et encore, je ne suis pas dans une bonne définition. Voilà. Donc, ça, c'est une gravure. Imaginez le travail de gravure. Voilà. Et ça, c'est une gravure donc, avec la fameuse manière noire. Donc, voilà, c'est ce qui est produit. Voilà. Donc, vous voyez, c'est une jolie chose ici. Donc, voilà. Donc ce travail n'est pas mort, les techniques ne sont pas mortes, tout à fait, de même que le fusain n'est pas mort, mais la manière noire n'est pas morte. Alors, dans le travail du noir, nous avons, alors, évidemment, on ne peut pas l'éviter. Voilà, c'est évidemment l'Antiquité grecque. Donc, des céramiques ici, donc les céramiques grecques ici, c'est Exéchias. Alors, on a quelque chose qui est remarquable avec la céramique grecque, c'est que c'est signé. Et donc, on a les noms des artistes. Ça, c'est formidable. On a les noms des artistes. Merveilleux. Donc, ici, il s'appelle Exéchias. Beaucoup sont signés. Et donc, même, on arrive à avoir l'école, vous voyez. On arrive à avoir l'usine à production, parce que c'est comme des usines, hein, et y compris les femmes qui peignaient. Nous avons des écoles de peintres femmes. C'est parmi les premiers témoignages d'artistes féminins. Voilà. Donc, là, c'est le. Alors, si vous connaissez la tragédie, donc là, il va se suicider. Voilà. Et dans toute cette partie, voyez moi, très impressionnante, qui sont des cuissons. Et alors là, ce qui est intéressant aussi dans la céramique grecque, c'est que eh bien, le noir est voulu. Le noir est voulu. Là, c'est le suicide d'Ajax. Vous avez la très belle tragédie, donc, avec un monologue magnifique qu'on appelle Les adieux d'Ajax au soleil, qui est absolument extraordinaire, parce que la tragédie grecque était jouée, bien sûr, au soleil, il n'y a pas d'éclairage électrique, donc on devait les jouer en journée, et la pièce donc, de Sophocle, Ajax, devait sans doute avoir lieu à la fin de la journée. Pourquoi? Parce que le soleil se couchant, n'est-ce pas? Il y a une partie de la pièce où Ajax fait ses adieux au soleil. Et du coup, le soleil devient un élément de décor de la pièce. C'est quand même très très fort d'avoir pensé ça. Il fait ses adieux au soleil avant de se suicider en se jetant sur son épaule. C'est la tragédie de fait. Donc là, c'est Exéchias. Donc nous sommes dans des fours qui atteignent des températures incroyables. Là, c'est cuit à 2000 degrés, évidemment. Voilà. Et donc céramique, voilà, et souvent d'aspect métallique et vernissé. Ce qui est intéressant, c'est que les matières qui sont utilisées produisent un noir vernissé, émaillé, si vous voulez. Voilà. Et vous voyez bien que dans ce vase dit à figure rouge, hein, puisque les figures rouges vont se développer à un moment, avec les figures noires qui vont continuer, les figures sont noires, tout cet élément noir ici est vernissé, vous voyez, et voulu tel. On pourrait très bien avoir une autre couleur, une autre teinte, autre chose. Donc, on produit ici un noir spécifique. Il y a un goût, si vous voulez, de ces populations, dans cette tradition du vase, pour ces fonds noirs. En fait. Encore une fois, il y a un goût pour cette couleur, pour cet élément noir, vous voyez, qui est quand même très important sur le vase. C'est presque un vase noir. Nous en avons certains d'ailleurs qui sont même presque complètement, et vous voyez comme ici, quasiment noir, avec juste la figure qui est là. Là, donc, c'est le peintre s'appelait Sappho, rien à voir avec la poétesse. Hein. Ça date du 5e siècle, on est en 480. Et donc nous avons une argile délayée, riche en oxyde de fer, avec un produit alcalin, en plus à 800 degrés. Voilà. Et donc là, c'est cette cuisson. Alors, donc on voit ici, vous voyez, les gens avaient chez eux ce pot noir. Je rappelle bien sûr que le noir est la couleur du deuil de manière très récente. Donc, alors là, bon, évidemment, c'est l'incontournable Soulages. Alors, alors, je vous parlais de Soulages, évidemment, parce que je dois en parler, évidemment, Soulages a expérimenté en 1947, évidemment, la couleur noire, en refusant le colorisme de ce qui était à son époque.
Il l'utilise avec du blanc, il l'utilise avec des couleurs. Moi j'aime bien cette période où il y a des couleurs au soulage, je peux vous dire. Hein, c'est ça qui m'a. J'ai commencé à aimer soulage, je vais dire ça. Et notamment un colorisme très délicat et des effets assez extraordinaires. Et ce qu'il appelait noir-lumière, il l'a appelé après lui outre noir, c'est-à-dire donc un autre champ mental que celui du simple noir, comme il le présente. Et donc il est connu pour cela évidemment, mais ce qui est intéressant, là je donne un qui est plus récent, c'est de 94, c'est que Soulage, vous savez, son inspiration se trouve, bon là le noir est important, mais ce qui est important ce sont toutes ces rayures, parce que ça lui rappelle sa campagne et les champs qui sont labourés. Et il en parle de ça, c'est très important chez lui. Donc ce noir est un noir il faut vraiment penser à des champs qui ont été travaillés, à la terre, c'est tout ça qui est derrière. Derrière cette couleur noire chez Soulage, et en tout cas chez les tableaux de Soulage. C'est important parce qu'il a été marqué par ça, et il doit en partie sa vocation artistique de la contemplation de ces champs. Il a toujours été proche plutôt du monde rural. La nature sur ce monde rural. Donc cet élément chez Soulage est assez peu tenu en compte, d'autant plus que donc ce côté, le noir pour lui a cette richesse au fond du travail humain, quand même, qui doit garder sa place. On n'est jamais devant des monochromes chez Soulage, ça n'existe pas. Et donc, comme je vous le disais, toutes ces rayures et toutes ces lignes qu'il fait, il est plus longtemps, dans 84, 10 ans après, il continue le travail, et on voit que tout ça doit produire un effet d'intensité lumineuse et donc de couleur, c'est ce qu'il dit. Et nous avons ça dans les vitraux, de coupe, etc. C'est toujours la même chose. C'est-à-dire de produire cet effet. Très bien. Et oui, à Soulage, moi, il y a un artiste que j'aime beaucoup, j'ai vécu à Toulouse, et moi, j'aime beaucoup André Marfin. Voilà. Pas très connu, c'est bien dommage. Mais j'ai un ami collectionneur de Toulouse, un artiste, qui collectionnait les grands Bogart, il aimait beaucoup l'art contemporain, Zabouki, mais des années toujours 50, 60, par là, c'est la période qu'il aime. 60, après 70 encore, mais il ne voulait pas aller au-delà. Et donc on se promenait chez des marchands d'art, au dehors des galeries, il y a des gens qui vendent des œuvres d'art, qui ont des collections. Et alors, il était et partout où on passait, eh bien, il parlait de Marfin. Vous avez le collectionneur qui disait « Ah, Marfin ». C'est-à-dire un grand respect pour ce peintre qui a travaillé le noir comme Soulage, un Toulousain. Et donc, qui, dans les années 70, s'est mis à l'acrylique, a travaillé à l'acrylique avec toutes ces intensités de noir, et avec des choses parfois qui sont d'une poésie incroyable. Et cet ami collectionneur a chez lui un grand tableau vraiment historique, très très beau, qui est une pièce majeure qu'il a acheté à la veuve Soulage. Voilà, ça c'est un autre tableau de Soulage, de Marfin, à la veuve Marfin. Et donc c'est à Toulouse. Voilà. Donc là ça s'appelle, je crois, Crevasse Lumière, ça date de 65. Voilà. Et alors là, nous sommes comme Soulage, avec Marfin, quelqu'un qui travaille sur le noir, avec la poésie, souvent blanc et noir, de tout petits éléments colorés, extrêmement rarement. Mais pour lui, le blanc et le noir jouent ensemble et de manière égale. André Marfin. Un grand monsieur, on va dire, presque une manière de pratiquer l'art presque mystique. Et cet ami collectionneur qui avait aussi un Soulage, lui, disait, tu vois, Soulage, ce que j'aime, c'est la maîtrise. Soulage peint, il est comme un peintre chinois ou japonais, c'est-à-dire qu'il pose le pinceau, c'est toujours lui. Voilà. Vous savez, c'est Zhao Wuqi, le traité de peinture du moine citrouille amer, c'est quand il parle de l'unique trait de pinceau que doit savoir connaître, il fait un trait de pinceau, c'est bon. Un pianiste se met au piano, il touche la note, vous savez déjà que c'est un musicien. Mais c'est pareil. Et alors, il dit ce que Marfin a, ce que Soulage n'a pas. Marfin n'a peut-être pas la maîtrise de Soulage, parce que Soulage a la maîtrise exceptionnelle. Et, quel que soit le pinceau, la matière, les aplats, c'est toujours parfait, c'est comme ça chez Soulage.
alors que chez Martin, il y a une chose que Soulages n'a pas, et qui pourrait avoir, mais qu'il n'a pas, pour lui en tout cas, et qui est cet élément mystique, spirituel. D'un côté, il y a la maîtrise, il y a la poésie, ça n'enlève rien à la poésie, hein, mais il y a un élément de spiritualité chez Martin que lui ne trouve pas chez Soulages, alors qu'ils les aiment tous les deux. Rien à voir. Pour la beauté, pour les pièces, il dit pour moi, c'est deux peintres majeurs. Mais il aime cet élément-là chez Martin. Alors, Marfin, comme ça se prononce? Alors, M-A-R-F-A-I-N-G. G, A-I-N-G. Marfin. Voilà. Merci de le demander, parce que je précise. Alors, moi, je suis allé voir à Paris l'exposition Marc Rocco qui m'avait fasciné. Et c'est vrai que on n'a pas eu vraiment accès à l'expo de ces tableaux-là. C'est la dernière période de Marc Rothko avant son suicide. Nous sommes là. Donc là, c'est une œuvre de 64. Donc je me suis suicidé dans son atelier aux États-Unis. Et il a fait une chapelle qui est tout en blanc et noir. Alors Rothko fait des grands aplats de couleurs. Vous avez à peu près 3 niveaux, un peu comme ça. Vous avez un niveau, un grand niveau ici, un niveau bas, un petit, donc ça a 3 niveaux. Alors comme ça, évidemment, reproduction, on ne se rend pas compte, vous allez à l'exposition, vous en voyez un, vous en voyez deux, et à la fin, vous ne voulez plus quitter l'expo tellement vous trouvez que c'est beau. Moi, j'ai vécu l'expérience, je n'arrivais plus à sortir. Fasciné. Vous avez des gens qui restent devant, ils sont saisis. C'est magique, hein, c'est vraiment magique. Et donc, Rothko a travaillé le noir, et donc c'est une couleur qu'il a beaucoup aimée, et qu'il a beaucoup travaillé avant son suicide. Pour lui, c'est une couleur positive. C'est une couleur positive. Voilà. Alors on raconte l'histoire suivante. C'est quelqu'un qui est allé dans l'atelier de Rothko. Là, qui était dans son atelier, une collectionneuse, et alors elle dit, elle voit que des trucs noirs, c'est sur la fin d'un travail de Rothko. Alors elle dit, écoutez, vraiment, je suis désolé, mais pour être honnête, je cherchais quelque chose de rouge, rose, enfin un tableau plus joyeux quand même, vous voyez. J'ai changé mon papier peint, voilà, et je voulais une couleur un peu raccord, voilà, ce noir comme ça, voilà. Et la réponse de Rothko, il dit, rose, rouge, jaune, orange, ne sont-elles pas les couleurs de l'enfer? Voilà, les couleurs de l'enfer. Voilà. Donc là, nous sommes, voilà, c'est pas des couleurs de non, et alors, c'est intéressant dans l'œuvre de Rothko, c'est que sur cette période de sa vie, il a glissé, si vous voulez, et vers le noir qui est voulu comme tel, ce qu'il dit. Voilà, il veut travailler le noir spécifiquement. Et avec des dégradés, évidemment, comme il le fait pour le reste. Et c'est vrai que sa chapelle, c'est une chapelle université, c'est aux États-Unis. La chapelle avec tous ces grands Rothko noirs, il y a une assaise, c'est très étrange. Très étrange. Mais ils ne se déplacent pas comme ça, on ne les sort pas comme ça, c'est fait partie de la chapelle. Comment ça s'appelle, cette chapelle université. Alors un autre qui a voulu aussi travailler le noir, volontairement, c'est donc Jackson Pollock, hein, on le connaît pour son dripping, hein, ses coulées de peinture, etc. Et donc il a travaillé, et il a fait une série qui s'appelle Black Painting, donc peinture noire. Et donc, vous savez que c'est très méthodique, c'est pas du tout rien laissé au hasard, Jackson Pollock, c'est pas je prends, n'est-ce pas, mon pinceau, que je fais des coulées, ça n'a rien à voir avec ça. Il est dans une perspective très chamanique, il est très inspiré par les Indiens mexicains. Et donc ce travail, rien n'est laissé au hasard, et il a travaillé le bord à beaucoup de pièces noires de Jackson Pollock. Voilà, il ne faut pas l'oublier, ça fait partie de son travail, et c'est voulu aussi comme thèse. Alors, on ne peut pas ne pas parler de Matisse, et puis une petite pointe religieuse, c'est un voile de Canalis. Vous savez qu'il a travaillé, il a fait le décor de la Matisse, puis il a prévu les chasubles, puis évidemment, il y a les chasubles noirs pour le deuil, avec tout ce qui va avec, et donc il y a, pour les funérailles, eh bien il y avait, à l'époque c'était le noir qu'on mettait, et donc il y a le voile de calice, il y a le tissu qui va être posé sur le calice, voilà, et donc il a travaillé, puisque le noir c'est la couleur à l'époque liturgique pour les cérémonies des funérailles, il a donc volontairement, il a beaucoup travaillé en noir, pareil en Matisse, mais là, il a volontairement travaillé le noir, parce que c'est la couleur liturgique. Donc, on a ici un voile de calice. Alors imaginez-le, il est presque carré, ce sont des voiles carrés, donc vous pouvez recomposer le calice, parce que toutes les voiles sont faites, et donc avec ces petits éléments de nature qu'on trouve dans la chapelle. La nature, voile de calice noir de Matisse, et ça, tout le travail qu'il fait. Alors un autre, évidemment, qui est toujours cité dans le travail en noir, c'est Richard Serra.
Alors, je le cite, je n'avais pas prévu de le citer, mais je le fais quand même parce qu'il nous a quittés en mars 2024. Donc c'est très récent, Richard Serra. Et vous savez qu'il a beaucoup travaillé le noir, mais le noir chez lui est travaillé toujours avec une relation à l'espace. Donc ce que d'ailleurs vous voyez ici, ça fonctionne d'ailleurs tellement bien, cette truc de noir, que dans la photo, quand j'ai regardé, j'ai cru qu'il y avait des tableaux de lui, alors que en fait, c'est comme un cloître. Donc ce sont les espaces dans l'ombre, tout simplement. Mais ça fonctionne très bien, et c'est tout un travail. Voilà. Et puis il utilise, et lui également, voilà, il dit, je le cite, le noir est le moyen le plus simple de marquer un champ blanc, peu importe que l'on utilise du fusain ou de la mine de plomb. Marquer le champ blanc. Voilà, donc voilà pour ce travail. Et donc, alors, il a travaillé aussi le fusain, le mine de plomb, tout ça. Voilà. Alors là, j'ai mis à côté deux tableaux, parce qu'ils sont symptomatiques. Et donc c'est Malevich, vous avez le quadrangle ici à gauche, et à droite, la croix noire. Alors, je vous les mets là, ces deux choses, parce que ce ne sont pas vraiment des monochromes. Et vous savez, le premier monochrome que nous ayons, alors, il date de 1617. Le premier monochrome noir, c'est 1617. C'est un certain Robert Fludd, FLU2D, qui voulait représenter un concept, en fait, de pure potentialité, le noir. Donc, il a fait un monochrome noir, il faut du noir. Bon. Nous en avons un autre chez Gustave Doré, qui a fait un monochrome noir. Et enfin, nous avons le premier propagandiste du monochrome, qui est donc Alphonse Allais, qui est d'ailleurs passé dans la région, une sorte de facétieux, de touche-à-tout. C'est quand même lui qui a inventé le café lyophilisé, par exemple. C'est un type très original. Hein. Donc il y avait quelqu'un qui avait fait un monochrome, et puis alors il a trouvé l'idée pas mal, et donc c'était des farces en fait. Hein. Et donc il a fait le fameux monochrome, il suffit de mettre l'écran noir, hein, c'est tout, donc un monochrome, et il a intitulé le monochrome noir Combat de deux nègres dans un tunnel. Donc c'est figuratif, c'est figuratif. Voilà. Donc là, alors, si je vous montre ceci, c'est que, donc évidemment, Croix d'Or et Croix Noire qui date de 1915, hein, donc, vous voyez, c'est vrai qu'il faut quand même faire une espèce de mise à jour de ce que nous appelons, nous, l'art contemporain, parce que le premier ready-made total, c'est 1914. Donc on a déjà largement fêté le centenaire. Hein. Le premier ready-made, c'est Marcel Duchamp, hein, donc c'est 1914, c'est le séchoir à bouteilles, le hérisson. Donc vous voyez, les années passent, on ne se rend pas toujours compte. Ce fait que le dadaïsme n'est qu'une résurgence. Nous ne parlons pas de l'école de Nice, seulement qu'il y a encore un dernier ersatz du mouvement de Chopin. Bon. Alors, ce qui est intéressant, moi je montre ceci, parce que ça trompe l'œil. Et ça trompe l'œil de Valéran de Vaillant, celui qui travaille la manière noire en gravure. Il faisait, c'est un trompe-l'œil. C'est-à-dire que vous avez le cadre, lui, qui n'est pas en trompe-l'œil, mais à l'intérieur, c'est donc un tableau. Un tableau à l'intérieur. Vous voyez comment c'est pas mal fait. Voilà. Un trompe-l'œil. Pourquoi je vous montre ceci? Eh bien, parce qu'il me semble que c'est une clé de compréhension de la magie que nous trouvons au noir, et qui est, au fond, qui permet des éléments, une illusion du relief. Aussi bien dans tout ce que nous avons vu jusqu'à présent, c'est qu'au fond, le noir est voulu comme tel parce que, est posé dans une œuvre quelle qu'elle soit, il va vous donner, par le jeu des ombres, etc., va vous donner une illusion d'une présence, plus que d'autres couleurs, en fait, qui plaisent aux yeux, mais qui n'ont pas cette présence, car cet élément qui échappe au fond au regard. Alors, si je montre ceci, c'est pour une histoire qui est assez rigolote, c'est que Anish Kapoor, donc nous sommes là dans l'exposition d'Anish Kapoor, hein, alors qu'évidemment c'est très noir, hein, bien d'accord. Voilà, donc vous avez le nom de la photo, vous avez une boule, je ne sais pas si vous la voyez là, une espèce de grande boule noire. Alors Anish Kapoor, donc à la Biennale de Venise en 2022, cette photo de 2022, donc nous sommes au Palazzo Manfredi à Venise. Alors, figurez-vous qu'en 2012,
eh bien, il fait breveter, il demande à ce qu'on fabrique le noir le plus noir qui ait jamais été, c'est-à-dire qui avale toute la lumière. Et il le fait breveter, voilà, et c'est donc le Vanta Black, V-A-N, Vanta Black, le noir d'Anish Kapoor. Et il est tellement fier de son noir que, eh bien, il dit, et vous savez, c'est un truc et des nanotechnologies, hein, c'est pas simplement une matière comme ça, à tel point qu'il ne faut pas la toucher. Si vous touchez, vous dégradez l'œuvre, en fait. Bon, c'est un système, donc c'est pas simplement, on ne peut pas le passer avec un coup de pinceau, ça marche pas. Bon, il fait ce noir, le Vanta. Et alors, donc la lumière est prise au piège, elle n'est plus réfléchie. Donc on est à 99% de la lumière prise au piège. Ça veut dire donc que si là je fais avec du Vanta Black en rond, je suis au bord, j'ai l'impression qu'il y a un trou sans fond. Je vois un trou sans fond. Donc quand reflet, vous ne voyez pas, vous voyez rien. Alors imaginez qu'on est capable de le faire en trompe-l'œil déjà. Imaginez ce que ça peut être avec du Vanta Black. Vous avez un mur, vous voyez un trou dans le mur. Bon, donc je fais son Vanta Black. Et il dit, ben, c'est réservé à moi et à mon usage. Mais un autre, c'est-à-dire un artiste, Stuart Sample, qui est un artiste britannique, lui, il a fait fabriquer avec un système acrylique, un médium spécial, un noir, qui a le même effet que le Vanta Black, d'accord? Sauf qu'il a dit, celui-là, tout le monde a le droit de l'acheter. Un peu de pub, tout le monde a le droit de l'acheter, tout le monde, enfin, pas tout le monde, précise-t-il, sauf Alice Kapoor, qui n'a pas le droit d'utiliser pour ses œuvres. C'est interdit à Alice Kapoor. Il a son Vanta Black qui le garde. Sauf que celui-là, il est même au monde. Vous pouvez en faire ce que vous voulez. Voilà. Et c'est aussi 99% de la lumière qui est pour ce Vanta Black. Donc on arrive à faire des noirs pour quel intérêt, on ne sait pas trop. Alors j'en arrive enfin, et je terminerai par là, par la pièce donc Ubiquité, donc qui se trouve dans cette exposition. La pièce. Je terminerai par là parce qu'elle est intéressante à plus d'un titre. Mais là, je vais peut-être dépasser simplement ce petit parcours sur le noir et sur le noir que j'ai fait. Voilà. Donc, en tout cas, Dominique ici, s'inscrit dans cette même tradition, au fond, du noir qui est voulu comme tel et qui intervient, encore une fois, voulu comme tel, mais pas forcément que le noir, on est d'accord. Hein, il est voulu comme tel, avec des effets de matière qu'on voit dans cette pièce, tout autour de nous. Très bien. Alors, donc, il y a des symboles, etc. La photographie, bien sûr, est présente, notamment en noir et blanc. Et, alors, nous avons en haut une grande croix noire que j'aime beaucoup, hein, dont dans un texte que j'avais écrit me rappelait un peu la croix noire de Malevich, hein, de ce dont j'avais parlé. Et alors là, il y a ceci qui a été fait, cette pièce que vous pouvez voir, donc, pas loin d'ici, elle est en bas. Elle est en bas, dans la grande salle d'en bas, la salle d'en bas. Donc, vous voyez, vous avez ces figures suspendues. Très bref, si je vous en parle plus précisément, vous avez une sorte de cage, hein, vous avez un grillage en haut, et puis donc elles sont suspendues, comme ça, hein, tout à des positions différentes. Voilà. Et donc, on peut voir, parce que voilà la photo, je vous en fais, vous voyez, ce que ça peut être. Hein. Donc, vous irez la voir, hein, puisque ça fait partie de l'expo. Voilà. Donc, dans cet espace, cette belle salle, je crois que ça Carmen, ça voilà, pour cette pièce. Alors, il s'agit donc d'une installation qui est dans une démarche de l'artiste et qui est vraiment précisément posée dans le cadre de son exposition qui s'appelle Itinérance. C'est tout ça. Alors, première chose, moi, qui m'intéresse, c'est que ce sont des silhouettes. Alors, moi, j'aime bien le mot silhouette, figurez-vous. J'ai joué dans un film, il n'y a pas, c'est là de 3 ans, on m'a fait jouer, voilà, enfin, on m'a fait venir pour apparaître comme prêtre dans un film, et on m'a dit, vous ne serez pas silhouette, vous serez figurant. Enfin, vous ne serez pas, c'est ça, vous serez pas figurant, vous serez silhouette. Alors j'ai dit, non, alors déjà que figurant, je croyais que c'était pas grand-chose, silhouette, c'est encore moins. Mais non, c'est que silhouette au cinéma, ça veut dire que vous n'avez pas à l'action. Là, vous dites quelques mots. Voilà. Et comme j'ai fait une longue prière,
et qu'après je saluais c'était à Coca, c'était filmé, donc voilà. Comme j'ajoutais des prières, et puis après que je essuyais les jambes, j'avais quelques mots à dire, je suis passé de figurant à acteur, parce que je disais plus de mots qu'on attendait d'une silhouette, si vous voulez. Donc j'ai eu le droit d'avoir mon bulletin de salaire comme acteur. Du coup, j'étais fier. On va avoir tout. Et donc, ce qui est intéressant de la silhouette, vous voyez, c'est qu'elle a part à l'action brièvement. Ce ne sont donc pas des figurantes dans ce sens-là. Chacune est individualisée et chacune a sa part à l'action. Toutes les figures sont différentes. D'accord ? Et chacune passe comme silhouette, mais elle a pas, on voit, elle a quelque chose à dire. Elle passe à l'écran. D'accord ? Donc j'aime bien ce mot silhouette pour ça, pour cette première raison. Première. Il y en a plusieurs, donc il y a toute une action qui est jouée par toutes ces silhouettes, tout un film qui vous est fait, toute une histoire qui vous est racontée. L'autre chose qui m'intéresse, moi, dans ceci, vous voyez comment on peut faire, et tout ça, c'est le noir qui me permet, ça qui est intéressant. Le noir, vous avez la silhouette. Après, dans le noir, ce qui est intéressant, c'est la répétition. Elles sont toutes différentes, mais en même temps, vous avez un élément répétitif par le fait d'avoir cette couleur unique. Et voilà, chose à laquelle qui m'intéresse, ici est la référence pour moi dans l'histoire de l'art, ce sont les Ushepti égyptiens. Qu'est-ce que c'est les Ushepti? Ce sont des petites figurines, d'accord, qui sont qu'on a Ushepti, ça veut dire, par la terme égyptien, répondants, ceux qui répondent à l'appel. Ce sont des serviteurs, il y en a une multitude. Vous avez des tombes, il y en a des centaines, d'accord, et ces centaines sont les petits serviteurs qu'on met dans la tombe pour accompagner le défunt. Et ils sont tous les mêmes, ils sont tous là-bas, et pour les entreposer, on fait des boîtes. Elles sont très intéressantes dans cette pièce de l'installation, encore une fois, de Domi H, c'est que moi je suis rentré, je vois la boîte au Ushepti. D'accord. Et chacune, encore une fois, a son rôle et son service. D'autant plus intéressant que cette ubiquité, c'est la question pour Domi, donc Domi H, de se poser la question, en fait, de tous les endroits où elle doit être en même temps, de l'impossibilité d'accomplir un travail, voyez, de toutes les charges, des activités, de la vie, etc. Il faut se démultiplier, c'est l'idée de la démultiplication, voyez, pour au fond arriver à faire les choses. Et donc, je trouve très intéressant d'avoir la référence ici de la boîte Ushepti. Pour moi, en tout cas, parce que ça me parle et ça dit quelque chose, d'autant plus que, évidemment, nous sommes dans le contexte donc, dans le contexte évidemment du noir, du rapport à la mort de l'artiste ici important, hein, et puis de l'impossibilité de faire les choses, du renouveau, de la vie qui revient, etc. Tout ça est important dans ce parcours d'artiste, dans l'itinérance d'artiste. Encore une fois, un arrêt, une impossibilité d'être un échec. Mais il fallait le mettre en scène, c'est une mise en scène, et je trouve ça très intéressant. Voilà. Donc, nous avons ici, encore une fois, vous voyez, surtout là, c'est la préparation du travail. Vous voyez tous ces personnages, les uns après les autres. Je trouve là, c'est remarquable parce que dans ce travail de préparation, le travail d'atelier ici, la photo d'atelier, eh bien, on a justement cette accumulation des figures, vous voyez, comme dans une tombe égyptienne. On les voit soit dans une caisse, soit comme ça. Voilà. C'est ça qui intéresse, c'est l'armée. C'est l'armée, oui, l'armée des serviteurs. C'est une armée. Comme dit Deleuze, ce qui est intéressant, c'est le pluriel. Les pluriels sont très intéressants. Il faut écouter les pluriels. Voilà. Parce qu'ils ne disent pas simplement, il y en a plusieurs. Et alors, ce qui m'intéresse aussi, c'est la suspension, parce que ce qui est intéressant, c'est le fonctionnement aussi de lustre. Vous savez qu'il y a une forme de lustre dans le décor des maisons qu'on appelle le lustre-cage. Le lustre-cage, c'est donc une structure de décor, en fait, de lustre, dans lequel les lumières sont en quelque sorte à l'intérieur, pas forcément dans une cage, mais elles sont prises dans un ensemble. Et je trouve intéressant d'avoir dans cette cage, en fait, en quelque sorte, même si elle est complètement ouverte, évidemment, comme le trait des lustres, cet élément de suspension,
appartient au décor très longtemps. On trouvait des suspensions dans l'Antiquité, des suspensions lumineuses dans l'Antiquité, même dans les maisons romaines, ce sont des suspensions lumineuses, et d'avoir donc tous ces petits éclats de lumière noire, vous voyez, qui sont là dans ce grand lustre cage. Parce que, évidemment, ça pourrait bouger avec le vent, et la pièce étant fermée, ils sont immobiles, mais c'est quand même pas mal aussi, cette immobilité. Je la trouve intéressante. Voilà. Donc, un autre élément, donc on voit ici avec ces fils, cette suspension, voilà. Et évidemment, le rôle joué par ce théâtre d'ombre, car si vous regardez les figurines d'un théâtre d'ombre, elles ne sont pas toujours articulées, et elles sont souvent de pièces uniques simplement, qui sont habituellement, parce que c'est un théâtre par-dessous, sauf que là, on est dans ce qu'on appelle les marionnettes à tringle, c'est-à-dire qu'elles sont prises par le haut. Voilà. Et c'est aussi un jeu de théâtre d'ombre, d'ailleurs des ombres qu'elle projette. Quoi qu'étant noire, elle projette des ombres. Voilà. Donc, voilà pour cette chose-là intéressante de ce travail. Et ici, donc, je cite juste Richard Serra, parce qu'il sur le doigt, il dit « Quand on voit mes pièces, on ne retient pas un objet, on retient une expérience, un passage. » Ça, c'est intéressant parce que, en parlant de conférence, vous avez parlé d'expérience. Vous avez vu la conférence, donc ça m'a marqué, j'ai dit « Tiens, je le redirai tout à l'heure. » Voilà. Oui, c'est très juste. Vous voyez. Et une œuvre d'art, c'est aussi un moment d'expérience. Comme quelqu'un, quand il regarde une icône, il y a ce moment où l'icône le regarde. Donc, tout d'un coup, on passe à autre chose. Lorsque j'avais été voir l'exposition Monet au Grand Palais, ce qui m'avait fasciné, c'est qu'à un moment, je vois les balles de fond et je comprends tout d'un coup que cette peinture me rend présent de manière atmosphérique à la scène représentée par le peintre. Donc, impressionnisme, au fond, c'est un critique d'art, voilà, quelqu'un qui avait imaginé ça. C'est même pour se moquer, d'ailleurs, c'est un mot moqueur. Mais cette peinture d'atmosphère est extraordinaire. Quand on voit le travail de Monet, ce qu'il a fait dans la région, je crois, quand il est venu par là, c'est extraordinaire. L'atmosphère est complètement différente. Faire sentir l'atmosphère. Voilà, donc vous voyez, donc il y a une expérience très intéressante. Et l'autre, le poids, dit Richard Serra, est pour moi une valeur, donc qu'il soit plus contraignant que la légèreté, mais j'en sais davantage sur le poids que sur la légèreté. Le travail du poids qui est intéressant, et le noir ici, le noir graphite, etc. Alors, évidemment, la robe, ici, Domi avec sa robe, on ne peut pas ne pas faire penser à cette chose fabuleuse qui est la petite robe noire, qui est un peu de c'est féminin, on ne doit pas quand même le dire. Pour dire quand même une chose, c'est que la petite robe noire de Chanel, la première apparition, c'est exactement 1926, le 1926, ça c'est le dessin, l'apparition de la petite robe noire. Pourquoi la petite robe noire? C'est pas une invention extraordinaire de Chanel, c'est qu'après la guerre, tout le monde s'habillait en noir, tout le monde était en deuil. Et donc les femmes habillées en noir, Chanel a profité du truc pour dire, essayons de trouver un noir un peu élégant. Voilà. D'où la fameuse petite robe noire dessinée par Chanel, qui doit rester à la fois le noir de deuil et en même temps garder à la fois une certaine élégance. Elle est déclinée de plein de manières, cette robe noire, mais c'est devenu un sommet d'élégance. Et c'est d'autant plus génial, je dirais, que le noir est la couleur du deuil que depuis 1495. C'est à cause d'Anne de Bretagne. Alors que jusque-là, c'est le blanc qui est la couleur du deuil. Et comme elle a perdu un enfant et qu'elle veut porter le deuil un peu différemment, elle oblige toute sa cour et tous ses gens à se revêtir comme les paysans, c'est-à-dire avec la couleur sombre, donc noire des paysans. Et c'est de là que c'est devenu la couleur du deuil. Jusque-là, c'est le blanc. Donc il n'y a pas de raison que le noir soit le noir du deuil ou d'autre chose. Moi qui ai fait des funérailles asiatiques il n'y a pas longtemps, tout le monde était en blanc. Il n'y a pas de raison que ce soit une couleur plus. Et donc, c'est devenu d'ailleurs un sommet d'élégance. Voilà. Et puis, alors, ça c'est une belle photo, une photo que j'aime bien. Bon, d'abord parce qu'il y a la présence de la Corse, la Liberta. Voilà, j'aime beaucoup la Corse. Voilà. D'autant plus, si jamais vous voulez avoir le prototype, il est porté par Doji derrière nous. Merci de l'avoir amené. Et alors, ce que je trouve bien, c'est de voir, je termine par là, par artiste au travail. Pourquoi? J'ai rencontré généralement, il n'y a pas longtemps, un artiste qui était longtemps travaillé aux Beaux-Arts, ici dans l'atelier, et il avait un maître qui lui disait « il faut faire son noir ». C'est un mot magnifique, faire son noir. L'artiste, dans l'atelier, il doit faire son noir. Ça veut dire faire son noir. Ça veut dire, vous savez, le noir, vous mettez toutes les couleurs ensemble, ça fait du noir.
Sauf que, quand on dit faire son noir, c'est arriver sur la couleur noire à avoir son style, son noir. Vous voyez ce que je veux dire, hein? C'est-à-dire, au fond, de travailler son noir pour produire son noir à soi. On s'en fiche que le noir, c'est 98-99%, on s'en fiche de tout ça. C'est que le noir, dans la manière qu'on a de le travailler, de le présenter, etc., ça rentre dans un style, dans une caractérisation qui fait que cet artiste, c'est le noir de cet artiste-là. Qu'est-ce que je veux dire? Travailler son noir, travailler sa couleur, et y compris dans ce qui paraît le plus évident, le plus facile, mais qui doit avoir la marque de l'artiste, c'est-à-dire le noir. Donc ça, c'est très important. Et donc, rentrer évidemment, rentrer là dans le secret de l'atelier. Hein, et donc, dans ce travail, on voit son exposition, mais on voit aussi cette installation. Hein, et donc, simplement, dans cette dernière image, je vais remercier Domi, Domi ici, pour d'abord cette belle exposition, je trouve aimé ton travail, tu le sais, donc c'est pas nouveau, mais je le redis. Et puis, je dirais au fond, d'abord pour ta persévérance, parce que cette itinérance, eh ben, c'était très bien de la continuer. Voilà. Hein, et que c'est jamais, tout n'est jamais acquis dans cette démarche, dans ce chemin. Et puis donc de marquer aussi, de rappeler ce travail. Et ce mot liberté me fait bien derrière, parce que au fond la liberté, c'est quelque chose qui va avec l'espérance. Et l'espérance, c'est quelque chose qui va avec l'amour. Autrement dit, pour être libre, il faut d'abord aimer. On n'aime pas parce qu'on est libre, hein. C'est parce qu'on aime qu'on est libre. C'est pas tout pareil. Il faut d'abord qu'il y ait l'amour, le désir des choses, et puis après, on engage son amour, et c'est là que se passe la liberté. Voilà, donc merci beaucoup Domi, et j'ajoute merci à Doji, parce qu'il y a quand même de belles photos qui nous ont bien aidés durant cette exposition, comme d'ailleurs on en voit quelques traces aussi, à commencer par cette figure. Voilà, qui est présente. Voilà. Et merci à vous. Évidemment, je remercie Henri pour sa présence, j'en suis ravie et très honorée. Et bien évidemment, je remercie Marie, il a fait une conférence à sa hauteur. Merci à vous. Écoutez, bonne suite et allez-y, allez-y.